Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence du pôle droit du sport de la clinique juridique de l'AFB. Je suis Safi Mbarki, le responsable du pôle. Et dans le cadre du pôle droit du sport et de la clinique juridique, on va organiser des conférences. On va essayer de faire ça de façon habituelle sur différentes thématiques du droit du sport. Et pour la toute première conférence, le sujet sera l'introduction au droit du sport. Elle sera animée par Monsieur Marc Pelletier. Je laisserai se présenter et puis il nous parlera de ce thème-là. Monsieur, c'est à vous. Merci Safi. Alors, je pense que, vu qu'on n'est pas très nombreux, je pense que peut-être tout le monde peut allumer sa caméra, enfin, si vous le souhaitez. Hein. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé, mais on peut peut-être partir sur des caméras, c'est plus sympa. Alors oui, il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Marc Pelletier. Comme vous le voyez sur la diapositive que je partage à l'écran, manifestement, je travaille à l'Université Côte d'Azur. Donc, je suis maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, où je dirige un master qui s'appelle juriste du sport, donc un master de droit du sport. C'est un des 6 masters de droit du sport en France. Donc ça, c'est mon métier principal et je suis aussi, alors c'est difficile de dire que c'est une activité accessoire, mais je suis aussi accessoirement avocat au barreau de Paris, donc un futur confrère. Mais bon, c'est une activité accessoire avec principalement dans ce cadre-là une activité de conseil auprès d'institutions sportives. Et puis aussi, dernier point, j'ai des fonctions dans différentes institutions sportives nationales et internationales, donc peut-être que je serai amené à en parler. Nationale à la Fédération française de basketball, bien que et Safi sans doute, bien que je n'ai jamais pratiqué le basketball. Au Comité national olympique et sportif français, mais ça, je pense que j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis au niveau international, ou dans les fédérations internationales de hockey et d'athlétisme. Oui, dans la boîte de dialogue, alors j'ai mis le fichier PowerPoint que je vais utiliser aujourd'hui. D'abord, ça vous permettra peut-être de ne pas prendre trop de notes. Vous aurez peut-être juste à ajouter ce qui pourrait être en plus de ce qui est déjà écrit. Et puis surtout, vous le verrez, il y a plein de liens. Quand je fais référence à des décisions, à des traités ou autres, peut-être que ça créera un intérêt pour vous et du coup, vous aurez les liens. Donc, vous l'avez dans la boîte de dialogue et puis moi, je vais l'utiliser en partage d'écran pour qu'il y ait une trame. Je ne vais pas dire pour qu'il y ait un plan, parce qu'il n'y a pas de plan, mais pour qu'il y ait une trame. Et comme vous le propose Safi, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou à les poser, je crois, après. Safi, je crois qu'on a 1 heure, un peu moins, enfin à peu près, quoi. Alors, j'ai mis 1 heure, voilà, pour pas que ce soit trop long, mais c'est comme vous voulez. Je ne sais pas, peut-être qu'à 21 h, il y en a qui veulent voir Real Chelsea ou quitter le cabinet. Pour ceux qui Voilà. ou quitter le cabinet pour ceux qui sont au cabinet. Alors, la diapositive, alors que j'ai préparé rapidement, en fait, j'ai pris des éléments de diapositive de certains cours que je fais en master. Donc, il y en a qui sont très développés et dont je ne parlerai pas beaucoup, et d'autres qui ne sont pas beaucoup développés, dont je parlerai beaucoup. Donc, c'est un peu particulier. Et puis, j'avais un dernier point qui ne me revient pas, mais ce n'est pas grave. Ah oui, si, oui, Safi m'a demandé de faire une introduction au droit du sport, donc je vais essayer d'être basique. On va essayer de faire le droit du sport en 1 heure ou un peu moins. Je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance, de compétence dans ce domaine, donc j'espère que ce ne sera pas trop basique pour vous. Et si c'est trop basique, on aura la séance des questions peut-être pour approfondir certains points. Alors, on est des juristes, donc on aime définir les choses, on essaye de définir les choses, c'est quand même notre marque de fabrique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le sport? Alors, ça peut paraître surprenant comme question. Alors, pour certaines activités, il n'y a certainement pas de doute. Pour d'autres activités, c'est plus compliqué. Et on va voir quelques exemples. Et évidemment, ça a des conséquences juridiques. Si un droit du sport existe, et ce sera la question d'après d'ailleurs, c'est forcément un droit qui s'applique à des activités particulières qu'on aura qualifiées d'activités sportives. Et donc, ça suppose qu'on sache que c'est juridiquement que le sport, et de se poser la question, est-ce qu'il y a une définition juridique du sport?
Vu la diapositive que vous avez là, je vais spoiler rapidement, il n'y a pas une définition juridique du sport. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Vous avez l'habitude de différents codes. Alors, le code des marchés publics, peut-être pas, mais le code de commerce, vous connaissez. Le code de commerce commence par vous définir ce que c'est qu'un commerçant ou un acte de commerce. Le code des marchés publics commence par vous expliquer ce que c'est qu'un marché public. Nous, en France, on a un code du sport qui commence par un titre préliminaire. Donc, je vous ai mis le lien, hein. Alors, le titre préliminaire, c'est plein de déclarations de bonnes intentions. Le sport, c'est génial, etc. Ce qui est vrai, mais je ne sais pas si ça relève de la loi, mais il n'y a pas de définition du sport. Donc, il y a un code du sport, mais à quoi s'applique-t-il? On ne le sait pas, en tout cas pas en lisant le code du sport. Il n'y a aucune définition du sport dans le code du sport. Ça paraît évident pour le législateur, même si pour certaines activités, ce n'est pas certain. Alors, il y a eu des tentatives de définition. Je vous ai donné quelques exemples que vous avez à l'écran. Vous avez une charte européenne du sport qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe, qui vous définit à son article 2, qui propose une définition du sport à son article 2. Alors, je ne vais pas la développer, hein, si ça vous intéresse, vous avez le lien donc, vers le texte. Mais cette charte européenne du sport, elle n'a aucune valeur juridique contraignante. C'est d'ailleurs, si finalement je vais cliquer dessus, je m'étais dit que je n'avais pas cliqué sur tout et finalement je clique. Vous voyez, c'est une recommandation. Voilà. Donc, la charte européenne du sport n'a aucune valeur juridique contraignante. Elle propose une définition du sport. Alors, l'article 2, il est là. Vous avez là une proposition de définition du sport, mais elle n'est pas contraignante, c'est qu'une recommandation du Conseil de l'Europe. Et deux, alors vous êtes des juristes aguerris, la définition que vous avez là, c'est la définition qui s'applique pour cette charte-là. Donc là, vous avez un texte, une charte européenne du sport, avec une définition spécifique du sport, mais qui ne s'applique que pour l'application de cette charte. Donc, ce n'est pas une définition juridique générale du sport. Ça peut nous aider, mais ce n'est pas une définition juridique générale du sport. Alors, ce qu'on peut peut-être retenir, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus d'une définition juridique, c'est ce que le juge administratif, on verra que, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont allergiques au droit administratif, mais j'espère que ce n'est pas votre cas, parce qu'en droit du sport, il y a beaucoup de droits administratifs, en tout cas en France. Le Conseil d'État a eu à se prononcer sur l'agrément des fédérations sportives. Comme on le verra tout à l'heure, il y a des fédérations en France qui sont agréées par l'État, ce qui suppose donc de faire une demande d'agrément, et parfois cette demande est rejetée. Donc l'État refuse de reconnaître, reconnaître un agrément à une fédération. Et parfois, l'État refuse de reconnaître un agrément à une fédération parce qu'il considère que l'activité de cette association n'est pas sportive. Et donc, du coup, le Conseil d'État a dû essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'une activité sportive, mais dans le cadre de l'application d'un texte particulier, qui est le texte qui permet de justifier l'agrément donné à une fédération. Donc là, à l'écran, vous avez des différents exemples d'associations qui voulaient être reconnues comme une fédération sportive agréée par l'État. Et effectivement, on pouvait se poser la question, est-ce que bébé nageur, est-ce que c'est du sport? Est-ce que le bridge, c'est du sport? Les darts, c'est les fléchettes. Alors, il y avait des fléchettes il n'y a pas longtemps sur l'équipe, sur la chaîne télé L'équipe. Donc, est-ce que c'est du sport ou pas? Le paintball, est-ce que c'est du sport? Est-ce que le catch, c'est du sport? Là, vous avez, alors, les 4 premiers, c'est 4 arrêts du Conseil d'État. Le catch, c'est une réponse ministérielle, mais c'est le même raisonnement. 5 exemples d'activités où on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est sportif ou pas? Et à chaque fois, le Conseil d'État a considéré, ou le ministre pour le catch, qu'on n'était pas en phase d'activité sportive. Et donc, on a donc, bébés nageurs, je prends l'exemple des bébés nageurs. Il a considéré, le Conseil d'État, que les bébés nageurs, ce n'est pas une activité sportive. Et alors, il y a un faisceau d'indices, finalement, alors, qui est ici,
qui est la recherche de la performance physique. Alors, c'est vrai que bébé nageur, il n'y a pas des concours d'apnée, hein, ce serait un peu dangereux. L'organisation régulière de compétition, même chose. Et le caractère bien défini des règles. Donc, il nous dit que le sport, c'est ça, c'est une recherche de performance physique, une organisation régulière de compétition et un caractère bien défini des règles. Mais encore une fois, c'est la définition du sport pour appliquer un texte particulier, qui est l'article L131-1 et surtout L131-8 du Code du sport, qui est qu'est-ce qu'il faut pour être une fédération agréée? Il faut être en charge d'un sport. Et pour interpréter ces deux textes-là, mais seulement ces deux textes-là, le Conseil d'État donc, a développé ce faisceau d'indices. Donc, par exemple, ça peut paraître choquant pour un Anglais, par exemple, les fléchettes en France. Juridiquement, ce n'est pas un sport, ou en tout cas, la Fédération française de fléchettes, de darts, n'a pas été agréée. Alors, je vous ai mis quand même la liste des fédérations agréées en France. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a évidemment les fédérations très connues. Hein, je n'ai pas de questions sur le football, le rugby à 13 ou autre. Mais il y a des fédérations où on pouvait éventuellement se poser des questions. Par exemple, vous avez la Fédération française d'échecs. Je ne la vois pas. Elle est là. Fédération française des échecs. En France, les échecs ont une fédération agréée. Donc, juridiquement, c'est donc un sport, les échecs. Et le bridge, non. Bon, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais enfin, si. Dans le cas des échecs, il n'y a pas eu de contentieux, puisque le ministère des Sports a accordé l'agrément. Alors que dans le cadre du bridge, il y a eu un contentieux, et c'est pour ça que le Conseil d'État s'est prononcé. Et si vous regardez, il y a des sports un petit peu particuliers, donc les arts énergétiques chinois. Alors, je n'ai rien contre, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de compétitions d'art énergétique chinois. Je ne suis pas certain qu'il y ait une recherche de performance physique si on reprend les critères qu'évoquait le Conseil d'État dans cette décision. Donc le sport, on ne sait pas trop ce que c'est, nous les juristes. Et puis, il se pose les questions de, entre guillemets, nouvelles activités. Alors bon, le breakdance, ce n'est pas vraiment une nouvelle activité, mais vous savez que ce sera un sport olympique, enfin c'est un sport olympique déjà, et d'autant plus à Paris en 2024. Ça fait partie des activités sportives, puisque la danse fait partie des fédérations agréées. Le MMA, alors ça a été longtemps débattu. Vous savez que les compétitions ont été longtemps interdites en France. Depuis 2020, les compétitions sont autorisées en France et sont placées sous l'égide de la Fédération française de boxe. Donc, il n'y a pas une fédération française de MMA, mais il y a une fédération française de boxe qui est en charge de l'organisation des combats de MMA en France. Alors, je me suis posé la question du CrossFit et je vous avoue que donc, le CrossFit, vous savez ce que c'est, je vais pas... Il y a des compétitions de CrossFit en France. Alors, il n'y a pas de championnat de France de CrossFit. Je crois qu'il y a des challenges avec des noms un peu particuliers. Mais aucune fédération n'a reçu ou peut-être même demandé à bénéficier de l'agrément de la délégation pour le CrossFit. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de championnat de France de CrossFit. Mais pour autant, les gens qui en font, manifestement, sont sportifs. Hein. Comme son nom l'indique, il faut être fit pour faire du CrossFit. Mais juridiquement, est-ce que c'est un sport en France? Ce n'est pas certain. Et puis, il y a le e-sport, les jeux vidéo. Donc, le terme juridique, c'est compétition de jeux vidéo. Donc, nous, dans le langage courant, on parle de e-sport. Mais en droit français, on appelle ça une compétition de jeux vidéo. Alors, il y a toute une législation en France. Vous voyez, compétition de jeux vidéo. Cette législation en France, elle est dans le Code de la sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sport, en tout cas pas en France. C'est une activité. Il y a des compétitions de jeux vidéo, mais ce n'est pas considéré comme un sport, juridiquement. Donc, les règles juridiques qui s'appliquent au sport ne s'appliquent pas aux compétitions de jeux vidéo. Et pourtant, on aurait pu se poser la question.
Alors, la frontière, elle n'est pas évidente entre compétition de jeux vidéo et sport. Elle est de moins en moins parce que le législateur fait bien la différence, hein. Encore une fois, les compétitions de jeux vidéo ne relèvent pas du code du sport. Mais la législation, quand vous regardez la législation sur les compétitions de jeux vidéo, elle s'inspire assez fortement de la législation sportive. Donc, il y a parfois des copier-coller. Par exemple, sur les contrats de travail d'un compétiteur de jeux vidéo, il y a une réglementation de ces contrats de travail qui s'inspire très fortement, la réglementation des contrats de travail des sportifs. Alors, chacun sa réglementation, encore une fois, hein, le contrat de travail du compétiteur de jeux vidéo n'est pas soumis au code du sport, il est soumis à une loi qui n'est d'ailleurs pas codifiée. Mais cette loi, si vous la lisez, elle s'inspire assez fortement du contrat de travail du sportif professionnel. Donc déjà, première question, qu'est-ce que c'est que le sport juridiquement? Ce n'est pas évident. Et puis j'imagine que d'un pays à un autre, la réponse serait différente. Si j'avais fait la même conférence avec des confrères anglais, j'aurais peut-être du mal à dire que les fléchettes, ce n'est pas un sport. Même le bridge, je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec moi. En revanche, ils me diraient la pétanque, non, ce n'est pas un sport. Alors que nous, oui, c'est un sport. Alors, la question suivante, est-ce que le droit du sport, ça existe? Alors, vous qui êtes membre de la clinique juridique Pôle droit du sport, on va essayer de répondre oui, hein, parce que sinon, il faut la fermer. Hein, alors, pas la clinique, mais le pôle. On va essayer de répondre oui, mais la réponse n'est pas évidente non plus. Il y avait un juge de la Cour suprême américaine qui est décédé maintenant, c'était le juge Scalia, qui était très réputé, et qui avait fait une conférence sur le droit du sport aux États-Unis. Alors lui ne parlait que des grandes ligues professionnelles aux États-Unis, donc dans l'ordre décroissant pour faire plaisir à sa fille, la NFL d'abord, évidemment. Ensuite, la NBA, la MLB, le baseball et le hockey. Donc les 4 grandes ligues de sport aux États-Unis. Et donc lui, il faisait cette conférence sur le droit du sport, mais appliqué à ces 4 grandes ligues. Et il commençait sa conférence en disant le droit du sport aux États-Unis, ça n'existe pas. Parce qu'il considère, et certainement pas à tort, que dans les grandes ligues américaines de sport, effectivement, c'est du droit des entreprises classiques, du droit des affaires classiques, où beaucoup de règles, finalement, sont fondées sur la négociation collective. Et pour être un spécialiste de droit appliqué au sport aux États-Unis, il faut d'abord être un spécialiste de droit des entreprises, de droit des affaires aux États-Unis, au sens large, droit des affaires. Il faut être capable d'interpréter une convention collective. Alors nous, en France, ce n'est pas tout à fait pareil, et donc je vais essayer d'expliquer. Alors, le droit du sport existe-t-il? Alors, je vais essayer de répondre oui, hein. Alors, même moi, ça m'arrange, hein, parce que c'est quand même mon métier. Donc même moi, ça m'arrange de dire oui. Mais vous voyez, il y a 3 éléments, en fait. Il y a d'abord le premier rectangle, le droit commun appliqué au sport. Quand vous serez avocat, c'est-à-dire bientôt, ou si vous décidez d'être juriste dans le domaine sportif, beaucoup de votre activité sera du droit commun, finalement. Alors, il y a plein d'exemples, j'en ai mis que quelques-uns, mais en matière de responsabilité civile, on applique principalement les articles 1240 et 1242 du Code civil. Il n'y a pas beaucoup de particularités. Alors, le juge interprète parfois la règle différemment, comme vous l'avez vu dans vos cours de fac de droit, mais il n'y a pas un texte spécifique au sport. Enfin, si, il y en a un, mais petit, sur le fait des choses. Si vous devez travailler pour une association sportive, elle est principalement soumise à la loi de 1901 comme une association, je ne sais pas moi, des amis de la culture scandinave. Il n'y a pas forcément de règles spécifiques aux associations sportives. Si vous rédigez un contrat de sponsoring, c'est d'abord un contrat soumis au droit des contrats. Peut-être que vous arriverez à le rattacher à un contrat spécial que vous avez étudié en licence ou en master. Après, il n'y a pas beaucoup de spécificités liées au contrat de sponsoring. L'autre jour, il y avait l'année dernière, pardon, le master, les étudiants du master juriste du sport qui ont aussi leur clinique avaient dû répondre à une question: est-ce qu'un club est soumis à l'obligation de créer un CSE?
Oui, s'il dépasse les seuils, mais rien de particulier. Ce n'est pas parce que c'est du sport que ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent à une entreprise classique. Donc, il y a plein de choses, plein de règles, pardon, de règles juridiques qui s'appliquent au sport et qui ne sont pas du tout spécifiques. Il vaut mieux être un spécialiste du droit des contrats, du droit des associations, du droit du travail, plutôt qu'un spécialiste du droit du sport pour y répondre. Alors après, il y a un deuxième élément, ce que j'appelle le droit adapté au sport. Alors adapté dans le sens où le législateur, au sens large, ça peut être des lois, des ordonnances, des décrets, des arrêtés, le législateur parfois modifie les règles juridiques applicables et crée des règles spécifiques au monde du sport. Alors je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Ah oui. Et crée des règles spécifiques au monde du sport. Donc là, vous en avez quelques exemples. Alors dans la Constitution, il n'y a rien sur le sport, mais il y a des traités qui ont été conclus en matière sportive. Donc il y a des traités internationaux qui nous lient en matière sportive, notamment dans le cadre de la lutte contre le dopage. Donc, bon, je vous ai mis les liens si ça vous intéresse. On a en France un code du sport, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'en France, on a plus de 70 codes. Alors, pourquoi pas un code du sport? Mais il y a un code du sport qui est en sorte de recueil des lois, décrets et arrêtés, et encore pas tous, qui s'appliquent à la matière sportive. Et donc, vous avez, tous les ans, vous avez à peu près deux lois, par exemple, qui sont adoptées en matière sportive. Ce qui est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y a des tas de domaines d'activité où il n'y a pas une loi par an. Donc, ça veut dire que ça intéresse le législateur de travailler sur le domaine du sport. Alors parfois, ce sont des lois qui sont, on va dire, symboliques. Alors, je vous ai mis un exemple d'une loi adoptée l'année dernière qui interdit l'organisation de matchs professionnels de football le 5 mai. Voilà, donc dans le code du sport, il y a désormais une disposition au terme de laquelle, le 5 mai, on ne peut pas organiser de match de football professionnel. Ça, c'est dans la loi. Alors, on peut se demander si ça valait le coup de mettre ça dans la loi. Alors, pourquoi le 5 mai? Le 5 mai, c'est le jour du drame de Furiani, en 5 mai 1992. Une tribune s'était effondrée et il y avait eu des dizaines de morts. Et donc, on a décidé d'inscrire dans la loi que le 5 mai, désormais, il n'y aura plus de match professionnel de football. Alors, ça amène aussi à réfléchir à la notion de la loi. Est-ce qu'il fallait vraiment une loi? Bon, une loi spécifique au match de football professionnel, ça paraît surprenant, mais c'est symbolique, et vous savez que c'est souvent des lois un peu symboliques. Autre exemple, le 2 mars 2022 a été promulguée une loi visant à démocratiser le sport en France. Alors, je crois que je l'ai un peu détaillé sur d'autres diapositives. Alors, on ne va pas tout lire, hein, mais alors, ce dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est le 4e rectangle, là, les ligues professionnelles. On en parle beaucoup puisque c'est à la demande de la Ligue de football professionnel qu'on a inscrit dans la loi la possibilité pour une ligue professionnelle de créer une société commerciale pour vendre les droits de diffusion des matchs. Alors, c'est encadré, hein, vous voyez que le capital et les droits de vote ne peuvent être ouverts qu'à hauteur de 20%, la ligue devant conserver au moins 80% du capital et des droits de vote. Alors, on a inscrit ça dans la loi pour permettre à la Ligue donc, finalement d'attirer des investisseurs. Et vous avez peut-être lu dans l'actualité qu'il y a un fonds d'investissement qui a été choisi. Enfin, pour le moment, ils sont en négociation. Et l'objectif, c'est d'essayer d'attirer des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Alors, parmi les autres dispositions, vous voyez par exemple qu'il y a cette idée d'imposer la parité intégrale dans les instances dirigeantes des fédérations à partir du 1er janvier 2024, ce qui pourra poser des problèmes. Alors, Safi pourra répondre tout à l'heure. À la Fédération française de football américain, il n'y a peut-être pas beaucoup de licenciés de sexe féminin, sauf peut-être
pour la partie de cheerleading. Alors, il y en a qui jouent aussi au football américain, mais je pense que si on regarde la sociologie des licenciés, ça va être difficile peut-être de trouver beaucoup de femmes qui puissent intégrer les instances dirigeantes. À la Fédération française de rugby à 13, il y a 6% de licenciés, il va falloir trouver 50% de dirigeantes. Ça va être compliqué. Ça fait partie des autres dispositions de la loi, mais je ne vais peut-être pas toutes les développer. Si ce n'est que vous voyez, alors, les premiers articles de la loi, c'est sur le sport santé. Ça devient un élément essentiel de la politique publique du sport. Le sport, c'est bon pour la santé, alors c'est assez discutable, mais il y a cette idée que le sport doit pouvoir servir à diminuer les dépenses de sécurité sociale en permettant de prescrire des activités physiques adaptées aux personnes qui en ont besoin. Il y a aussi dans la loi le plan aisance aquatique. Alors, on a une ministre des Sports qui est une ancienne nageuse, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais tous les enfants devront désormais suivre des programmes pour développer l'aisance aquatique. Alors, je n'ai pas développé tous les points, ce n'est pas l'objectif, mais vous voyez que c'est aussi un peu une loi fourre-tout. C'est une loi sur le sport et on vous parle de e-sport. Je vous ai dit que ce n'était pas du sport tout à l'heure. Donc déjà, on se demande ce que ça fait là, mais bon, passons. Sur le droit adapté au sport, vous savez peut-être aussi que si on parle de droit des sociétés, les clubs sportifs professionnels en France, alors s'ils dépassent certains seuils, doivent créer une société. Alors ça s'est un petit peu libéralisé dernièrement, mais il y a des sociétés très spécifiques qui n'existent que dans le domaine sportif. La plus connue, c'est la SASP, la Société Anonyme Sportive Professionnelle. Il n'y a que des clubs de sport qui peuvent en créer. Et justement, on a adopté une loi en 1999 pour pouvoir les créer. Donc voilà, ce que j'appelle le droit adapté au sport, c'est lorsque le législateur, au sens large, alors j'ai parlé beaucoup de lois, mais il y a aussi beaucoup de décrets, je ne suis pas rentré dans les détails, le législateur au sens large, le créateur du droit au sens large, crée des règles juridiques spécifiques à la matière sportive. Après, ce n'est pas toujours adapté au sport dans le sens où parfois, ce n'est pas très bien rédigé. Ou alors parfois, c'est sous le lobbying de sports très particuliers. La fameuse possibilité de créer une société pour vendre les droits de diffusion, c'est le lobbying de la Ligue de football professionnelle, évidemment. La Ligue nationale de handball, par exemple, et pourtant le handball, ce n'est pas rien en France. Je ne sais pas si elle aura intérêt à créer une société. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se dépêcher pour investir dans la Liqui Moly Star League de handball, par exemple. Je ne suis pas sûr. Et puis, il me reste mon dernier rectangle. Et c'est ça qui fait le sel du droit du sport, c'est le droit adopté par le sport, dans le sens où les institutions sportives ont un pouvoir normatif. Elles créent des règles juridiques. Alors, on va voir quelques exemples tout à l'heure. Elles créent des règles juridiques. Et c'est ça qui fait la spécificité du droit du sport. C'est que ce n'est pas juste des règles juridiques que vous connaissez et que vous placez dans la hiérarchie des normes, dans la pyramide des normes de Kelsen. Ce n'est pas juste de la Constitution, des traités, des lois, etc. Ce sont aussi des règles qui sont créées par des organismes privés ou publics et qui sont des institutions sportives. Et toute la difficulté, ça va être de savoir où est-ce qu'on les place, ces règles. Est-ce qu'elles sont soumises à la loi? Est-ce qu'elles sont au-dessus de la loi? Et c'est toute la difficulté que je vais essayer de présenter dans les diapositives suivantes. Donc celle-là, on l'a vue, celle-là, on l'a vue, celle-là, on l'a vue. Ah oui, je voulais vous présenter quelques applications de règles de différents niveaux. Donc vous l'avez compris, il y a 3 niveaux de règles. Les règles de droit commun, les règles où le législateur crée des règles spécifiques au sport, et puis les règles créées par les institutions sportives. Alors, je voulais juste vous montrer un ou deux exemples. Alors là, on est sur une règle qui figure dans le Code du sport qui concerne les agents sportifs. Et on va utiliser d'abord la linéa 2. Donc, on vous dit qu'un agent sportif, il peut représenter un club, il peut représenter un sportif ou une sportive, mais il faut un contrat écrit. C'est écrit ici, le contrat écrit.
Donc l'agent, s'il veut être rémunéré, il faut qu'il conclue un contrat avec le joueur, par exemple, s'il veut représenter le joueur auprès d'un club. Et le texte dans le code du sport vous dit le contrat écrit, il faut un contrat écrit. Et vous avez la sanction ici. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la qualité de la rédaction du texte, mais bon, peu importe. Si vous avez quelque chose qui ne respecte pas les alinéas précédents, c'est que c'est nul. Donc, s'il n'y a pas de contrat écrit, la convention contraire est réputée nulle et non écrite. Alors, pas très bien rédigé, mais vous avez compris la sanction. Alors, il y a eu une affaire juridique qui allait plusieurs fois devant la Cour de cassation, enfin 2 fois, hein, c'est le maximum, qui concerne un joueur de football que vous connaissez, peut-être, si vous vous intéressez au football, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Alors là, l'affaire concerne des faits d'il y a presque 10 ans, hein, mais ça concerne son transfert de l'AS Saint-Étienne au Borussia Dortmund. Et donc, il avait un agent. Alors, pour être tout à fait précis, comme ça se fait assez régulièrement, c'était l'agent du joueur, mais en fait, il avait, cet agent, un contrat avec la société, avec le club de l'AS Saint-Étienne, parce qu'il voulait être payé par le club et pas par le joueur, mais bon, peu importe. Et entre l'agent et le club, ils avaient échangé des emails, en fait. Ils n'avaient pas formalisé dans un contrat écrit leur relation, il y avait juste un échange d'emails. L'agent va demander le paiement de sa commission. On verra, mais vous le savez qu'il peut aller demander jusqu'à 10% alors là, puisque c'est le club de l'indemnité de transfert, donc ça peut être pas mal. Il demande le paiement de la commission et la société, le club, lui répond non, puisqu'il n'y a pas de contrat écrit entre vous. Il n'y a que des échanges d'emails, mais la loi vous dit qu'il faut un contrat écrit, ça ne suffit pas. Donc ce litige est allé jusqu'à la Cour de cassation, qui, dans un premier temps, a considéré que, alors, quand la loi vous dit l'écrit, ça peut être un échange d'emails et ça peut être un écrit électronique. Donc là, la Cour de cassation, elle applique à la fois la règle du Code du sport, la règle de droit spécifique, et la règle de droit commun des contrats. Vous savez qu'un écrit électronique a la même valeur qu'un écrit pas électronique. Ça, c'est dans le Code civil. Donc ça, c'est la première réponse de la Cour de cassation, qui du coup casse l'arrêt d'appel, renvoie à une cour d'appel. La seconde cour d'appel rend une décision, et puis ça revient à la Cour de cassation. Parce qu'après, c'est bien d'avoir un échange de courriel, mais comme vous le savez, il faut, pour que cet écrit électronique ait la même valeur qu'un écrit normal, classique, mais encore faut-il qu'il y ait une signature électronique qui soit soumise à un procédé fiable d'identification. Et je vous ai mis sur la partie de droite de la diapositive, ce que vous connaissez probablement déjà et que vous appliquez mieux que moi, les conditions pour qu'une signature électronique soit reconnue valable et pour que la valeur de l'écrit électronique corresponde à la valeur d'un écrit classique. En l'espèce, c'était juste un échange d'emails. Alors, ce n'est pas parce que vous écrivez bien à vous, virgule, Marc Pelletier, ça, ce n'est pas une signature électronique. Ça ne suffit pas. Et donc, on a considéré que le contrat en soi n'était pas valable. On a vu qu'effectivement, la sanction, c'était la nullité. Mais c'est une nullité qui est relative. La nullité, elle est là pour protéger les parties. Et donc, finalement, pour terminer le raisonnement de la Cour de cassation, le contrat était susceptible d'être annulé, mais c'était une nullité relative qui pouvait donc être confirmée par d'autres éléments. Et c'est ainsi que finalement l'agent a pu obtenir paiement de sa commission, mais 10 ans plus tard. Hein, donc, autant éviter une si longue attente. Alors, je suis allé un peu vite et vous avez les liens vers les arrêts, mais c'est d'abord pour vous montrer que parfois, il peut y avoir l'utilisation de règles de droit commun et des règles de droit spécifiques au droit du sport. Alors après, je vais aller vite sur les prochaines diapositives. Alors d'abord, en matière sportive, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être allergique au droit administratif. La France est un pays où le sport est considéré comme une activité d'intérêt général et même de service public. Donc il y a beaucoup de décisions qui sont prises par des autorités publiques.
notamment le ministère des Sports. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, histoire de ne pas multiplier les exemples, c'est lui, le ministre, ou elle, le ministre des Sports, la ministre des Sports, qui agrée les fédérations. Les collectivités territoriales interviennent beaucoup. Je vais aller très rapidement sur cette diapositive trop développée aussi, notamment parce qu'en France, c'est elles qui sont propriétaires de la plupart des équipements sportifs, par exemple. Et puis en France, elles sont des financeurs très importants du sport et du sport professionnel. Alors vous avez toutes les règles applicables ici. Alors je passe vite. On a des institutions publiques spécifiques au sport. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez. Alors, les CREPS, vous les connaissez sûrement, l'INSEP. Donc, tout ça, ce sont des organismes de formation des sportifs. Mais surtout, au niveau juridique, on a des autorités de régulation. L'autorité nationale des jeux, par exemple, qui régule les paris sportifs. C'est une autorité administrative indépendante. Par conséquent, s'il y a un contentieux sur ces décisions, c'est un contentieux qui va relever du juge administratif. Par exemple, c'est elle qui décide si tel ou tel opérateur peut organiser des paris sportifs en France. C'est elle qui décide sur quoi on peut parier en France. Donc, c'est elle, par exemple, qui vous dit que sur les matchs de National 1 de basket, on ne peut pas parier, parce que ce n'est pas dans la liste des paris possibles. La FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, c'est une autre autorité de régulation. Cette fois-ci, c'est une autorité publique indépendante qui a un pouvoir important en matière de lutte contre le dopage. C'est elle qui décide qui on contrôle, c'est elle qui sanctionne les sportifs pour dopage en France. Donc là aussi, il y a des actes qui sont pris par cette autorité publique indépendante, qui sont des actes administratifs et qui relèvent pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart du contentieux administratif. Et puis il y a l'Agence nationale du sport, qui est un groupement d'intérêt public, donc là aussi, une institution publique spécifique. Alors, je suis allé vite là-dessus parce que c'est du droit public classique, pour aller un peu plus sur les institutions internationales qui peuvent intervenir en matière sportive, et il y en a beaucoup. Vous le voyez ici. C'est des institutions que vous connaissez au moins de nom. Alors, le CIO, c'est le Comité international olympique, vous le savez. Le CIP, c'est le Comité international paralympique. Donc, les Jeux paralympiques ne sont pas organisés par le CIO, mais par le CIP. Les fédérations internationales, alors ça peut être une fédération qui intervient au niveau mondial, comme la FIFA dans le football, ou au niveau continental, comme l'UEFA dans le football, et l'Agence mondiale antidopage. Donc, toutes ces institutions sont toutes des groupements de droit privé. Le CIO, c'est une association de droit suisse. Le CIP, c'est une association de droit allemand. Les fédérations internationales, pour beaucoup, sont des associations de droit suisse parce qu'elles ont leur siège en Suisse, pour beaucoup. Non, pas toutes, mais beaucoup. Donc la FIFA, par exemple, c'est une association de droit suisse parce qu'elle a son siège à Zurich. L'UEFA, c'est une association de droit suisse parce qu'elle a son siège en Suisse aussi. La Confédération africaine de football, elle, c'est une association de droit égyptien parce qu'elle a son siège en Égypte et pas en Suisse. Alors vous avez des fédérations internationales qui ont leur siège à Monaco aussi, comme la Fédération internationale d'athlétisme. C'est une association de droit monégasque. Ou à Paris, la Fédération internationale d'automobile, qui a son siège place de la Concorde. Et l'Agence mondiale antidopage, c'est une fondation de droit suisse. Donc toutes ces organisations, elles adoptent des textes juridiques, mais leur statut, c'est rien de plus que des associations pour la plupart, ou des fondations pour quelques-unes. Elles n'ont pas un statut ce n'est pas des organisations intergouvernementales, ce n'est pas le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Elles ont donc un statut qui est purement de droit privé, et pourtant elles adoptent des règles juridiques. Juste pour vous donner quelques exemples, le CIO, dans la charte olympique, vous avez des règles sur les publicités que peuvent faire les sportifs pendant les Jeux olympiques. Donc ça, c'est bien une règle juridique. La FIFA, la Fédération internationale de football, c'est elle qui adopte les règlements juridiques sur les transferts internationaux. Donc, si vous faites un transfert international d'un joueur de football, vous appliquerez le règlement de la FIFA, donc c'est bien une règle juridique.
Et l'Agence mondiale antidopage, c'est elle qui adopte notamment le Code mondial antidopage. Là, pour le coup, aussi, c'est une règle juridique. Alors, ces règles juridiques sont créées par des organismes internationaux. Il faut se poser la question de l'effet de ces règles en droit français. Est-ce qu'elles ont une valeur en droit français, ces règles juridiques? Est-ce qu'elles ont une valeur supérieure à la loi? Est-ce qu'on peut considérer que ça équivaut à des traités internationaux ou est-ce qu'elles n'ont pas de valeur particulière? C'est la question que je vais essayer de traiter dans cette diapositive. Alors, généralement, ces règles transnationales du sport, on appelle ça la lex sportiva. Et si vous êtes très courageux et que vous ne savez pas quoi lire cet été, je vous ai mis le lien vers une excellente thèse. Alors, ce n'est pas la mienne, c'est pour ça qu'elle est bonne, de Franck Lati sur la lex sportiva, mais elle fait 700 ou 800 pages. C'est un peu long, mais c'est très bien. Et vous expliquera beaucoup mieux que moi, en tout cas plus en longueur, le pouvoir de ces règles. Alors, je vais essayer d'aller vite. Ces règles qui sont créées par la FIFA, l'Agence mondiale antidopage, le CIO, en droit français, n'ont directement aucune valeur. Donc, ça n'équivaut pas à un traité international. Ce n'est pas du droit international, c'est du droit transnational. C'est bien ce qui est écrit ici. Ce sont des règles qui n'ont aucune valeur directe en droit français et surtout pas supérieure à la loi. Alors, j'ai utilisé l'adjectif direct parce que indirectement, ces règles peuvent avoir une valeur si elles sont transposées en droit français. Donc, parfois, ces règles, elles sont transposées en droit français. Par exemple, en matière de dopage, il y a beaucoup de règles du Code mondial antidopage que le législateur français a intégrées dans la loi française. Donc là, ces règles, elles s'appliquent parce que c'est intégré dans la loi française. Et donc là, du coup, elles ont valeur de loi si c'est juridiquement une loi qui les a transposées. Vous avez parfois des règles aussi des fédérations internationales qui sont transposées dans les règlements des fédérations françaises. Auquel cas, si c'est transposé dans les règlements des fédérations françaises, ça devient des règles de droit français. Alors, inférieures à la loi, puisque c'est des règlements des fédérations françaises. Mais ces règles internationales ne sont applicables en droit français que si elles sont transposées. Si elles ne sont pas transposées, elles n'ont pas de valeur particulière. C'est juste des règlements adoptés par une association de droit suisse ou de droit allemand, et donc ça n'a pas de valeur en droit français. Ah oui. Donc, si une fédération transpose dans ses règlements les règlements d'une fédération internationale, il faut se poser la question de la qualité de cette fédération française. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite. En France, vous avez deux types de fédérations. Celles qui sont agréées, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs conditions, et notamment celle d'être en charge d'un sport. Et si vous êtes agréé, vous pouvez demander un peu plus, vous pouvez demander à être une fédération délégataire. Donc en France, vous avez deux types de fédérations. Les fédérations agréées, c'est en gros, c'est le premier niveau. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez demander à l'État une délégation et vous devenez une fédération délégataire. Je crois que j'ai toujours mon tableau des fédérations. Normalement, non, je ne l'ai plus. Ah pardon, si, voilà. Donc, vous voyez, vous avez certaines fédérations, alors peut-être que vous reconnaîtrez, qui sont délégataires et d'autres qui ne sont qu'agréées. Par exemple, la Fédération française d'aïkido, c'est toujours l'exemple que je prends. La Fédération française d'aïkido, elle est agréée, mais elle n'est pas délégataire. Une fédération agréée, c'est une association en droit français, donc c'est rien de plus. Et donc, tous ces règlements, toutes ces règles sont des règles de droit privé qui sont soumises au droit privé. Une fédération délégataire, par exemple la Fédération française d'athlétisme, elle est délégataire, elle a le monopole d'organiser les compétitions sportives en France. Donc, ça veut dire qu'un championnat de France d'athlétisme, c'est forcément organisé par la Fédération française d'athlétisme. Nous, demain, si on décide de faire un championnat de France d'aviron, de l'organiser, la Fédération française d'aviron va agir contre nous
parce qu'elle a le monopole d'organiser un championnat de France d'aviron. Nous, on ne peut pas le faire. Et du coup, alors peut-être que ça, vous l'aviez vu dans vos cours de droit administratif en licence, les fédérations françaises délégataires, ce sont des associations, des groupements de droit privé, et parce qu'elles ont un monopole, elles sont dotées de prérogatives de puissance publique, qui fait que certains de leurs actes sont des actes administratifs. Donc, quand la Fédération française de handball, par exemple, vous explique quelles sont les règles pour transférer un joueur d'un club français à un autre club français, c'est une règle qui a la valeur d'un acte administratif parce qu'on est dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Donc, quand vous voyez le nombre de fédérations délégataires, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous êtes allergique au droit administratif, ne faites pas de droit du sport parce qu'il y a beaucoup de droits publics, de droits administratifs dans le droit du sport français en tout cas. Du coup, je peux avancer. Alors, ces fédérations agréées ou délégataires, vous le savez, peuvent créer des organismes régionaux ou départementaux. Donc, par exemple, nous, parce que moi je suis à Nice, du coup. La Ligue régionale de football, c'est la Ligue Méditerranée de football qui, en gros, gère le territoire de la région Provence-Côte d'Azur et un peu plus, puisque Monaco en fait partie. Vous avez des comités aussi au niveau départemental. En football, ça s'appelle un district. Mais chaque fédération a ses propres dispositions. Donc là, c'est pareil. Ce sont en général, enfin le plus souvent, ce sont des associations. Mais si ces associations, par exemple dans le cadre du football, représentent des fédérations délégataires, leurs actes sont aussi des actes administratifs. Donc, si la Ligue Méditerranée de football veut adopter un règlement sur les compétitions régionales de football sur la Ligue Méditerranée, sur la région Provence-Côte d'Azur, ça aussi, c'est un acte administratif, puisque finalement, elle représente une fédération délégataire. Même chose pour les ligues professionnelles. Alors, vous savez peut-être que les championnats professionnels sont organisés, alors pas toujours, mais le plus souvent par des ligues professionnelles, comme la Ligue de football professionnel, la Ligue nationale de rugby, la Ligue nationale de handball, la Ligue nationale de basketball, la Ligue nationale de volleyball. Tout ça, ce sont des ligues professionnelles qui gèrent les compétitions professionnelles. Donc, la Ligue de football professionnel gère la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue nationale de rugby gère le top 14 et la Pro D2. Donc, c'est pareil, ce sont des associations, des groupements de droit privé, mais qui agissent sur sous-délégation d'une fédération délégataire. Donc, leurs actes sont aussi des actes administratifs, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Donc, si un joueur de football écope de 5 matchs de suspension et qu'il veut contester cette sanction, il va contester un acte administratif. Et s'il va jusqu'au bout des voies de recours, à un moment donné, il sera devant un juge administratif. Ah oui, alors là, j'avais surligné en jaune. Alors, c'est très moche, mais c'est pour que je n'oublie pas un truc, parce que je ne l'avais pas mis dans mes diapositives. Quand on fait du droit du sport, il faut avoir les codes classiques, code civil, etc., code des relations, du code des relations avec le public, de l'administration avec le public. Il faut avoir le code du sport. Il faut avoir les règlements des fédérations, mais aussi souvent, il ne faut pas oublier les conventions collectives et les accords sectoriels. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui sont prévues dans les conventions collectives et les accords sectoriels. Donc, il y a une convention collective nationale du sport, et dans certains sports professionnels, il y a aussi des accords sectoriels, comme la charte du football professionnel dans le foot, ou la convention collective du rugby professionnel dans le rugby. Et là-dedans, il y a beaucoup de règles juridiques qui souvent vous permettent de répondre à une question juridique. Par exemple, on parle beaucoup d'images collectives en ce moment dans l'actualité. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a parfois des pubs à la télé où vous avez 5 joueurs de foot qui vous font 5 joueurs de foot du Paris Saint-Germain qui vous font de la publicité pour un site de paris en ligne, Unibet, si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi ils sont 5 ?
Ils sont 5 parce que la charte du football professionnel vous dit que si vous mettez 5 personnes d'un même club, ça s'appelle de l'image collective. Et donc, en fait, ils font de la pub pour un sponsor de leur club. S'ils étaient 4, ce ne serait pas de l'image collective, en tout cas pas liée au club. Ce serait de l'image individuelle que les joueurs pourraient vendre eux-mêmes. Donc, s'ils sont moins de 5, c'est plus de l'image collective. Mais le nombre de 5, on le sait parce qu'on regarde dans la charte du football professionnel. Si vous regardez la pub Peugeot avec les joueurs du Stade Toulousain, ils ne sont que 3. Pourquoi? Parce que dans la convention collective du rugby professionnel, on vous dit qu'il suffit de 3 joueurs pour que ce soit de l'image collective. Et puis dans les autres sports, alors je ne connais pas tous les quotas de joueurs, mais si un jour un club de handball vous dit on a un sponsor, on voudrait faire une pub à la télé avec nos joueurs, à partir de combien de joueurs on est dans l'image collective, ben, il faudra que vous regardiez dans la convention collective du handball professionnel. Et je vous avoue que je ne connais pas le nombre pour le handball. Alors, une autre application, on arrive bientôt à la fin de mes diapositives, la rémunération de l'agent sportif. Alors, on a dans le droit français, donc c'est le même texte que tout à l'heure, hein, un article du Code du sport, l'agent sportif, il peut toucher au maximum 10% du contrat conclu. Donc, s'il a négocié un contrat de travail, c'est 10% de la rémunération brute sur toute la durée du contrat de travail. S'il a négocié un contrat de transfert, c'est 10% de l'indemnité de transfert. Ça, c'est la loi française. Mais donc, ça s'applique qu'en France. Ça veut dire que si vous êtes un agent anglais qui fait un transfert d'un joueur allemand vers un club italien, la limite de 10% ne s'applique pas. Mais pour autant, ce qui est dans la loi, il faut regarder aussi ce qu'il y a éventuellement dans les règlements sportifs. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Donc, la FIFA a son règlement aussi. Alors, je vais vous le montrer. Pardon, ça, c'est le règlement de la FIFA. Alors déjà, vous remarquerez que la FIFA appelle ça des intermédiaires. Elle ne reconnaît pas la notion d'agent. Nous, en France, on a une notion juridique d'agent sportif. Il faut passer un examen, détenir une licence. La FIFA, non. Il suffit de se déclarer comme intermédiaire. Il n'y a pas d'examen à passer. La FIFA vous dit combien peut toucher un intermédiaire, du coup. Alors, c'est à titre de recommandation, 3%. Ah, la loi française vous dit c'est 10%, la FIFA vous dit à titre de recommandation, c'est 3%. Alors, il n'y a pas de contradiction, hein, puisque c'est à titre de recommandation. Et encore une fois, vous l'avez compris, le règlement de la FIFA, il n'est pas supérieur à la loi. Donc, même s'il n'y avait pas écrit à titre de recommandation, même si la FIFA avait dit c'est 3% et pas plus, en France, on applique la loi française, donc on aurait appliqué la règle des 10%. Mais si vous regardez des règlements de fédération française, parfois c'est un petit peu différent. Alors, le rugby, c'est un peu. Alors, le rugby, déjà, c'est compliqué hein, comme sport, mais au niveau des règlements, c'est aussi compliqué. Que je ne me trompe pas. Alors, c'est là. C'est vers la fin. Si vous êtes agent dans le rugby, vous pouvez toucher une commission. La loi vous dit que c'est 10% maximum. Alors, hop là. Mais la Fédération française de rugby, elle est moins généreuse. Vous voyez qu'il y a des barèmes, alors c'est progressif, hein, là, on dirait un barème d'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire, par exemple, pour un joueur qui toucherait 200 000 € bruts annuels, bah, l'agent en rugby, hein, s'il négocie un contrat de travail entre un club français et un joueur de rugby, bah, il ne touchera pas 10%, hein, puisque c'est 10, 8, 6. Alors, c'est comme l'impôt progressif, il touchera moins. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on a un dossier en droit du sport, évidemment, il faut regarder les codes, évidemment, il faut regarder la jurisprudence, mais il faut regarder aussi des sources un petit peu baroques. Si vous avez un dossier international, il faut regarder les sources internationales, les règlements de la Fédération internationale. Et puis, si vous avez un dossier français, il faut toujours regarder s'il y a une convention collective, s'il y a un accord sectoriel, s'il y a un règlement particulier de la fédération sur la question.
Je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour parler rapidement du contentieux. Et bien sûr, monsieur, vous avez le temps. J'ai le temps. Bon, je vais aller vite, hein. Parce qu'en matière de contentieux, il y a quelques règles spécifiques. Vous avez beaucoup de contentieux qui se font de manière interne. Donc, je vais reprendre l'exemple d'un joueur de football qui jouerait en Ligue 1, par exemple. Il prend 6 matchs de suspension. Alors, ces 6 matchs de suspension vont être décidés par une commission de discipline de première instance. Et puisque c'est un joueur de Ligue 1, c'est la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui va lui infliger 6 matchs. Il n'est pas content, il a le droit de ne pas être content. Il peut faire un recours et donc il peut saisir une commission d'appel. En droit français, les commissions d'appel disciplinaires, c'est nécessairement au sein d'une fédération si vous faites appel d'une décision prise par une commission d'une ligue professionnelle. Donc notre joueur de Ligue 1, il passe devant une commission de discipline de la LFP, la Ligue de football professionnel. S'il fait appel, il ira devant la commission d'appel de la Fédération française de football. Ce n'est pas le même organisme. S'il n'est toujours pas content, il a le droit de ne pas être content. Il peut faire un recours, mais en droit français, il y a un préalable obligatoire. Donc avant de saisir un juge étatique, avant de saisir, on verra lequel d'ailleurs, avant de saisir un juge, il doit passer devant la commission de conciliation du CNOSF. Donc ça, c'est très important, parce que c'est un préalable obligatoire, c'est-à-dire si vous ne saisissez pas le CNOSF, la partie est terminée, le juge que vous saisiriez, le tribunal administratif, vous dira vous n'avez pas saisi le CNOSF, donc votre requête est irrecevable. Donc, je schématise, hein, je suis plutôt là pour mettre des warnings, hein, des avertissements. Les règles, évidemment, sont plus précises, mais il faut avoir à l'esprit que très souvent, les litiges à caractère sportif en France nécessitent de passer au préalable devant une commission de conciliation au Comité national olympique et sportif français. Et donc, par exemple, notre joueur de Ligue 1 qui aurait pris 6 matchs par la commission de discipline de la LFP, il fait appel, la commission d'appel, par exemple, confirme 6 matchs. Mais s'il n'est pas content, il ne faut pas qu'il saisisse tout de suite le tribunal administratif de Paris. Il faut qu'il saisisse d'abord la commission de conciliation du CNOSF qui rendra un avis, hein, puisque c'est de la conciliation, c'est juste un avis. S'il n'est toujours pas content et que la proposition de conciliation du CNOSF ne le satisfait pas, il pourra saisir le tribunal administratif s'il s'agit d'un sport qui relève d'une fédération délégataire. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé du football. Ou le tribunal judiciaire si la fédération est agréée. Donc, si vous faites de l'aïkido et que vous êtes suspendu par la Fédération française d'aïkido, vous ferez le même cheminement, sauf que vous atterrirez devant un tribunal judiciaire. Alors, la Fédération française d'aïkido, je ne sais pas où elle a son siège. Si on part du principe que c'est à Paris, ce sera donc le tribunal judiciaire de Paris qui sera compétent. Mais je vous avoue que je ne sais pas où est le siège de la Fédération française d'aïkido. Alors ça, c'est le contentieux antidopage. Alors, je vais aller rapidement aussi. Vous êtes un sportif, contrôlé par l'Agence française de lutte contre le dopage. Vous êtes positif, c'est pas bien. Vous passerez devant l'AFLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, a aussi un pouvoir de sanction. Alors, il y a différentes commissions, hein, c'est un peu comme à l'AMF, il y a différentes commissions, il y a une sectorisation des compétences. Et donc, vous passerez devant la commission des sanctions de l'AFLD qui pourra vous sanctionner. Si cette sanction ne vous plaît pas, vous allez contester une décision prise par une autorité publique à compétence nationale. Le contentieux relève du Conseil d'État. Il relève du Conseil d'État, sauf si vous êtes un sportif de niveau international, auquel cas vous irez devant le tribunal arbitral du sport. Bon, je suis allé un peu vite, je crois que je suis au bout. Je suis à bout et au bout. Je suis allé un peu vite, mais bon, l'idée, c'est ce que je voulais surtout vous montrer. Alors d'abord, c'est je crois que c'est ce que vous vouliez, un premier aperçu du droit du sport. Mais surtout, en tant qu'avocat ou juriste du sport, il faut avoir des réflexes. Les réflexes, c'est évidemment toujours avoir à l'esprit qu'il y a du droit commun, il y a des règles spécifiques dans le code du sport principalement,
Mais il ne faut aussi pas oublier toutes les règles qui sont dans les règlements des fédérations, internationales ou nationales, et puis éventuellement les règles qui sont dans les conventions collectives ou les accords sectoriels. Il faut regarder tout ça et comprendre quelle est la valeur juridique de ces règles, où est-ce qu'elles se placent dans l'ordonnancement juridique. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, ce sera peut-être plus intéressant. Je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, Jade Porret. Je voulais vous remercier pour cette présentation, c'était très clair. J'avais une question, moi, sur ce sujet, donc, qui est le droit du sport. Est-ce qu'il est possible, alors en France ou à l'étranger, je pense notamment aux pays anglo-saxons, de cumuler la casquette d'agent sportif et celle d'avocat, notamment conseil? Alors, très bonne question. On va parler peut-être du droit français d'abord. Alors, en droit français, en principe, les deux fonctions sont différentes. Alors, je vais vous raconter ma vie, hein, qui est pas toujours passionnante, mais le premier métier que j'ai exercé, c'était agent sportif. Donc, tout simplement parce que c'était le plus facile. C'était le premier examen que je pouvais passer. Donc, je l'ai passé avant de pouvoir passer l'examen d'avocat, pour vous dire. Donc, d'abord, j'ai exercé la profession d'agent sportif. Et puis après, j'ai passé le CAPA, pardon, donc ce que vous allez passer bientôt. Et puis un jour, j'ai eu une opportunité d'entrer dans un cabinet d'avocats. Et donc, j'ai rendu ma licence d'agent sportif. Alors, c'était avant une réforme dont je vais vous parler, mais ce sont deux activités qui sont en principe incompatibles. Agent sportif, c'est du courtage, c'est une activité commerciale. Et je ne sais pas si vous avez commencé vos cours de déontologie, mais en principe, un avocat ne peut pas avoir d'activité commerciale. Donc après, je suis devenu avocat et j'ai rendu ma licence d'agent sportif. Et à ce moment-là, alors ça devait être 2000, enfin ouais, c'est dans 2008-2009, je ne me rappelle plus l'année exacte. Le barreau de Paris s'est dit, finalement, il y a un marché et donc il faudrait que les avocats puissent le faire aussi. Donc le barreau de Paris avait adopté un règlement qui permettait aux avocats de cumuler les deux activités. Ce qui n'a pas trop plu au législateur qui a adopté une loi, alors de mémoire en 2010, mais ma mémoire me fait parfois défaut, qui a permis aux avocats de se présenter comme mandataires. Donc en tant qu'avocate ou avocat, vous pouvez être mandataire sportif. Il suffit pour cela de faire une déclaration au barreau pour des problèmes d'assurance. Et vous pouvez être mandataire sportif, c'est-à-dire représenter un club ou représenter un joueur ou représenter un entraîneur dans la négociation d'un contrat de travail ou d'un contrat de transfert. Alors après, vous avez probablement entendu parler d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en octobre 2021, qui fera peut-être l'objet d'un pourvoi en cassation. Ça, je ne sais pas, vous devez être mieux informé que moi. Enfin, j'ai honte, c'est mon ordre. Je ne sais pas si l'ordre a fait un pourvoi en cassation. Enfin bref. La Cour d'appel de Paris est intervenue en octobre à propos du règlement de l'ordre de Paris, du barreau de Paris, qui permettait toujours donc aux avocats d'être à la fois avocats et agents. Or, la Cour d'appel de Paris a rappelé que c'était deux activités qui étaient incompatibles. L'avocat, il ne peut être que mandataire sportif, c'est-à-dire qu'en principe, il n'a pas le droit de mettre en relation un joueur et un club. La mise en relation, c'est le monopole des agents. Autrement dit, ça veut dire concrètement que si vous êtes avocat mandataire sportif, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, ou pire, vous ne pouvez pas rédiger un email en disant je suis l'avocat mandataire de, je sais pas, Kylian Mbappé, ça vous intéresse? Vous voulez le recruter? Ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre en relation. Si la relation, elle existe déjà, si Kylian Mbappé, votre client, vous dit j'ai reçu un appel du Real Madrid, du président du Real Madrid, j'aimerais que tu négocies avec le président du Real Madrid. Si la relation existe déjà, là, l'avocat, il peut intervenir. Il peut commencer à entrer dans la négociation. Donc, si on applique les règles juridiques, en France, on ne peut pas être avocat et agent, on peut être avocat mandataire sportif, ce qui vous interdit juste de mettre en relation un club et un joueur. Mais si la relation elle est déjà là,
vous pouvez tout à fait le faire. Autre exemple, donc moi je suis avocat mandataire aussi. Alors je m'occupe pas beaucoup de sportifs, mais un des sportifs dont je m'occupe, il est au centre de formation d'un club professionnel en France. Et en fait, il est venu vers moi parce que son club lui proposait un contrat professionnel. Et donc, il voulait une aide juridique. Donc ça, je pouvais le faire. Ils étaient déjà en relation. Le joueur, il était déjà dans le club. Il n'avait pas encore de contrat professionnel dans le club, mais il était déjà dans le club. Donc ça, je pouvais le faire. Il n'y avait pas de difficulté. Alors après, à l'étranger, c'est différent. C'est différent d'un pays à un autre. Je sais qu'aux États-Unis, beaucoup d'avocats exercent en réalité des fonctions d'agent. Donc, c'est tout à fait possible, hein. Beaucoup de joueurs de NBA sont représentés directement par des avocats, pas forcément par des agents. En Angleterre, vous pouvez vous inscrire comme intermédiaire auprès de la Fédération anglaise de football en étant par exemple avocat, mais être avocat n'est même pas une condition. Donc, vous avez des avocats anglais ou même français qui sont inscrits comme intermédiaires auprès de la Fédération anglaise de football et qui interviennent en tant qu'intermédiaires. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Je vous remercie. Juste pour terminer, nous en France, on a une législation sur les agents sportifs, mais on est un des rares pays à avoir une législation sur les agents sportifs. Dans la plupart des pays, ils ont des règlements adoptés par des fédérations, mais ce n'est pas le législateur qui s'est embêté à adopter une loi. Donc nous, on a une loi en France qui accorde un monopole aux agents sportifs, qui en plus est protégée par des sanctions pénales. Donc si vous vous amusez à violer ce monopole, non seulement vous risquez d'être sanctionné par le barreau, mais vous risquez aussi d'aller en prison, et cette fois-ci côté client, hein, entre guillemets. Mais voilà, c'est spécifique à la France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une législation sur les agents. D'accord. Et simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, donc vous avez d'abord eu le CAPA et ensuite, en fait, il y a une passerelle où vous pouvez. Comment obtenez-vous en fait le titre de mandataire sportif? Une fois que vous êtes inscrite au barreau, une fois que vous avez prêté serment, il suffit de vous déclarer auprès du bâtonnier ou de la bâtonnière. C'est juste moi, j'ai juste eu à envoyer un email, je crois, au bâtonnier, et ça suffit. Mais par contre, il faut le faire parce que si jamais il y a un problème, l'assurance du barreau ne vous couvre pas. C'est tout ce que vous avez à faire. D'accord. Oui, donc il n'y a pas d'examen. Ah non, non, Pas pas de mandataire, non. Et en plus, du coup, une fois que vous l'avez déclaré, vous pouvez le mettre sur votre site internet, vous pouvez communiquer là-dessus. Ok. Je vous remercie. Je vous en prie. Excusez-moi, je souhaiterais rebondir sur le même sujet. Est-ce que, de la même manière qu'on ne peut pas les démarcher du club, etc., pour les joueurs qu'on sera amené à représenter, est-ce qu'on est tenu aussi au secret comme le veut la profession et donc ne pas dire qu'on représente tel joueur, justement pour éviter d'être démarché et surtout dévoiler le secret? Alors, les règles sur le secret professionnel ont un petit peu évolué. Alors, le problème du sport professionnel, c'est que le secret est très relatif, hein. Tout le monde sait qui est l'avocat de Kylian Mbappé. Voilà. Tout le monde sait, enfin tout le monde sait. Tous ceux qui lisent l'équipe ou l'équivalent le savent. Donc, tout le monde sait que c'est maître Delphine Verheyden qui va conseiller Kylian Mbappé, et notamment avec l'actualité sur les droits d'image. Donc, vous avez dans votre communication d'avocat, alors avec l'accord du client, vous pouvez tout à fait dire que vous avez accompagné un client dans telle ou telle activité de conseil ou de contentieux. Et puis, de toute façon, encore une fois, en matière sportive, on sait très vite qui est l'avocat de qui, etc. D'accord. C'est pour ça que ça me semblait dur à conseiller, mais du coup, vous me confirmez que c'est très difficilement conciliable. Non, dans le domaine sportif, le secret, il est rare, hein. Tout le monde sait que Arkadiusz Milik est blessé pour 10 jours. Voilà. Il n'y a pas de secret médical. Tout le monde sait qu'il n'a pas repris l'entraînement, pas de secret médical, etc., etc. Donc, même au niveau professionnel. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de l'arbitrage devant le TAS. Normalement, l'arbitrage, on vous dit que c'est secret, confidentiel, et c'est pour ça que c'est bien. L'arbitrage des litiges sportifs, tout le monde sait quand est-ce qu'il y a des audiences devant le TAS, tout le monde sait la sentence qui est publiée sur le site du TAS. Donc,
c'est difficile le secret. Ok, merci. Moi, j'aurais une question un peu pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, d'accord. Voilà, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que fait en fait un avocat en droit du sport? Parce qu'en fait, avec cette notion justement, comme vous avez dit, des mandataires sportifs, les activités d'un avocat en droit du sport peuvent être très différentes entre l'avocat qui a une tendance de conseiller, on va dire, un joueur, de faire des négociations, ou celui qui va être plutôt dans le droit à l'image avec des clubs, dans le contentieux disciplinaire, en fait. Mais qu'est-ce que faire concrètement? Je suis avocat en droit du sport, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est une question que vous posez au nom de tout le monde, mais que vous me posez à moi, j'ai bien compris. Voilà. Ouais. En fait, la réponse, elle est déjà dans votre question. En France, je crois qu'on est 60 000 avocats ou 70 000. Il y a 60 000 exercices différents de la profession, en fait, et c'est le cas dans le sport aussi. Vous avez des avocats qui, effectivement, ne font que une activité de mandataire, ou principalement. Donc, ils ne font que conseiller des joueurs ou des clubs dans la négociation de contrats de travail ou d'indemnités de transfert. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais au CNOSF. Là, donc, je suis conciliateur au CNOSF. Et donc, je gère des audiences. Je trouve face à moi des confrères, des avocats qui représentent des parties, et c'est souvent les mêmes aussi. Donc, il y a des avocats qui font que du contentieux disciplinaire, qui ont une spécialité de contentieux disciplinaire devant les commissions fédérales, devant le CNOSF. Quand j'ai raconté ma vie tout à l'heure en vous disant que j'avais eu une opportunité dans un cabinet d'avocats, c'est pour j'ai rejoint une avocate dans un grand cabinet dont la spécialité était de préparer des recours devant le tribunal arbitral du sport. Donc c'était, en gros, c'était à l'époque, c'était l'avocate qui gérait la plupart des dossiers de football français devant le TAS. Et donc, c'était son activité principale. À titre personnel maintenant, mon activité principale d'avocat dans le domaine du sport, c'est principalement du conseil. Moi, je fais quasiment que ça. Je fais quasiment que du conseil, soit du conseil sur la rédaction de règlements. Donc, par exemple, pour des fédérations internationales, on en a parlé rapidement, mais en matière de lutte contre le dopage, elles doivent adopter des règlements conformes au Code mondial antidopage que l'Agence mondiale antidopage adopte elle-même. Donc, à chaque fois qu'il y a des réformes, il faut que les fédérations internationales le transposent. Et donc, voilà, ça fait partie de mes activités. Donc, c'est plus du conseil. Un autre exemple qui se développe beaucoup, les fédérations internationales s'intéressent de plus en plus à la lutte contre les harcèlements parce qu'il y a eu des affaires qui ont été dévoilées et je crains que ce ne soit qu'une partie très, très infime de l'iceberg. Donc, les fédérations internationales adoptent de plus en plus de règlements sur la lutte contre les harcèlements. Aussi, elles ont besoin de conseils juridiques parce que ce n'est pas évident de savoir à quel niveau une fédération internationale doit intervenir. Est-ce qu'il faut intervenir sur toutes les affaires qui pourraient sortir dans son sport? Est-ce qu'elle peut intervenir disciplinairement alors que pénalement, il y a peut-être une poursuite pénale en France, au Canada, en Égypte ou ailleurs? Donc, ça pose des questions juridiques. Ou alors, mon activité de conseil, c'est aussi pour des clubs. Donc, moi, j'interviens plutôt pour des institutions sportives. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais mandataire sportif, mais je vous avais dit que j'avais peu de joueurs. Je m'occupais de peu de joueurs. En fait, j'interviens plutôt pour des clubs ou des institutions sportives. Et là, par exemple, la dernière consultation qu'on m'a demandé, c'est sur le règlement marketing de la Ligue nationale de volley, qui a une charte graphique des maillots. Alors, je ne sais pas si vous regardez les matchs de volley professionnels, mais il y a une charte graphique à respecter. Qui fait qu'il y a certaines parties du maillot que les clubs peuvent vendre et d'autres non, qui sont des zones réservées à la Ligue nationale de volley pour qu'elle puisse faire la promotion de ses propres partenaires. Et donc, voilà, on m'a demandé si elle pouvait faire ça, si elle pouvait l'imposer. Un peu comme, je ne sais pas si vous regardez les matchs de Betclic Elite en basket français. Alors non, c'est compliqué de regarder le basket français.
faut se mouiller la nuque après avoir regardé un match de NBA, mais bon, vous avez peut-être remarqué que tous les parquets de championnat de Betclic Elite, sont similaires. Alors, ils n'ont pas forcément la même couleur de parquet, mais ils ont tous la même charte graphique. Vous avez tous le nom de la ville, le nom du stade. Et donc, cette idée, c'est d'avoir une charte graphique qui soit à peu près similaire d'un club à un autre, pour que quand on allume la télé, on sache que ça, c'est un match de Betclic Elite, ça, c'est un match français. Bon, dès qu'on les voit jouer, on se rend compte que ce n'est pas de la NBA, mais avant de les voir jouer, rien que de voir le parquet, on sait que c'est un match de Betclic Elite. Un peu comme quand on regarde un match des Celtics, on sait, quand on voit le parquet, que c'est le match des Celtics. Enfin, je dis ça comme ça, parce qu'il y a du vert sur ma diapositive. Donc, il y a voilà, l'avocat en droit du sport en France, il fait 10 000 choses différentes. Delphine Verheyden, que j'évoquais tout à l'heure, elle fait beaucoup de droit à l'image. Donc, ça, c'est encore différent, beaucoup de contrats de sponsoring. Du coup, ce n'est pas forcément du droit du sport pur. Hein. Rédiger un contrat de sponsoring, ça nécessite de savoir bien rédiger un contrat. Donc, il vaut mieux être quelqu'un qui connaît bien le droit des contrats que quelqu'un qui connaît bien le droit du sport. Et ma dernière question, à part qu'il y en a d'autres, pour un peu une question d'ouverture, est-ce que selon vous, vous avez des conseils pour une personne qui voudrait être avocat en droit du sport? Comment vous voyez la profession évoluer? Une petite ouverture en fait sur le métier d'avocat en droit du sport? Alors déjà, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Hein. C'est vrai que maintenant je suis vieux, mais moi je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser au droit du sport, c'était au siècle dernier déjà, même au millénaire dernier, quand il y avait un article dans une revue juridique sur le sport, c'est tout juste si on... Alors je la photocopiais et c'est tout juste si je ne la mettais pas au mur, parce que c'était tellement rare. Bon, maintenant il y en a tout le temps, des articles juridiques sur le sport. Comme vous le savez, en tant qu'avocat, vous pouvez passer un examen de spécialisation en droit du sport aussi, ça fait partie de la vingtaine de spécialités, vous pouvez aussi le mettre en avant. Donc, ça prouve l'importance aussi. Hein, le droit du sport fait partie des spécialités, des domaines de spécialité qu'un avocat peut mettre en avant. Il y a de plus en plus de contentieux, de conseils, de plus en plus de recrutement. Vous avez maintenant des cabinets spécialisés. Hein. Moi, même quand j'ai commencé à être avocat, il y a une quinzaine d'années, ouais, des cabinets spécialisés qui faisaient que du droit du sport, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, sur le barreau de Paris, il y en a peut-être une dizaine qui font quasiment que du droit du sport. Une dizaine de cabinets, donc de cabinets avec plusieurs avocats en plus. Alors qu'avant, c'était vraiment une niche. Donc, je pense que ça se développe. Après, il y a des domaines où moi, je commence à être un peu perdu, mais sur les NFTs, etc., ça va forcément se développer dans le domaine du sport. Ça se développe déjà. Donc, peut-être que là aussi, il y a de nouvelles perspectives pour des avocats ou des avocates. Ce qui va compter surtout, c'est... Enfin, je vais reprendre ce que disait un ancien avocat quand j'étais dans une autre école d'avocat que la vôtre. L'avocat, il se spécialise dans le domaine de ses clients. Donc, si vous voulez être avocat en droit du sport, il va falloir que vous ayez des clients dans le domaine du sport. Parce que si les clients que vous attirez sont, je ne sais pas moi, que des gens qui sont dans le domaine des assurances, bah, vous deviendrez un avocat spécialisé en droit des assurances. Alors, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut essayer d'attirer des clients dans le domaine du sport, soit parce que vous en connaissez, soit parce que vous vous faites connaître. Vous pouvez vous faire connaître par les moyens classiques de communication, etc. Et une fois que vous arrivez à avoir un client dans le domaine du sport, bah finalement, c'est le bouche à oreille qui va vous permettre de développer votre clientèle. Donc, si vous êtes bon, alors être bon, ça veut dire être réactif, être imaginatif, et surtout être réactif. Je crois qu'un client, il a besoin de quelqu'un qui lui réponde rapidement. Voilà. Les clients ne supportent pas quand ils vous posent une question. Alors, vous pouvez ne pas savoir, mais il faut répondre rapidement. Donc, il faut être réactif.
Il faut être imaginatif, mais une fois que vous avez un client dans le domaine du sport, le bouche à oreille va faire que petit à petit, ça va en attirer un autre client qui va trouver que vous êtes compétente ou compétent, qui va du coup vous conseiller un autre client, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai développé ma clientèle. C'est principalement par le bouche à oreille. Alors, j'ai un site internet, mais qui ne sert pas à grand-chose, en fait. De toute façon, maintenant, tous les avocats ont des sites internet. La plupart des clients qui me viennent par le bouche à oreille, en fait. Donc, je pense que c'est comme ça que vous allez développer votre compétence. Si vous êtes bon, ça va se savoir. Si vous êtes mauvais, ça va se savoir aussi. C'est un petit monde. Donc, c'est vraiment un petit monde. Donc, si vous êtes mauvais, ça va se savoir aussi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir suivi la conférence. Je remercie chaleureusement M. Pétier d'avoir donné son temps, d'avoir répondu aux questions et d'avoir présenté cette petite conférence. On espère vous revoir bientôt dans d'autres conférences sur d'autres sujets au niveau du droit du sport. Et merci de nous avoir écoutés. Suivez nos réseaux, Clinique Juridique EFB. Et on fera en sorte que le replay soit disponible afin que le plus de monde puisse accéder et regarder de nouveau cette conférence. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.